Bienvenue chez Supergrid Institute. Nous sommes un institut de recherche et d'innovation qui travaille pour la transition énergétique et plus particulièrement sur l'amélioration du réseau électrique et l'intégration des énergies renouvelables. Quelques notions de base avant de commencer. L'électricité se transporte en courant alternatif ou en courant continu. Mais dès le 19e siècle, le courant alternatif s'est imposé dans nos réseaux électriques suite à la guerre des courants. Alors, la guerre des courants, qu'est-ce que c'est? À ma gauche, je vous présente George Westinghouse et Nikola Tesla, partisans du courant alternatif, ou AC. À ma droite, on a Thomas Edison, partisan du courant continu, ou DC, qui allait jusqu'à électrocuter des animaux en public pour prouver le danger du courant alternatif. C'était un véritable affrontement à coups de campagnes de dénigrement et de désinformation. Dans les faits, le courant continu avait à l'époque un gros désavantage. Il ne pouvait pas transporter de grandes quantités d'énergie sur plus d'1 kilomètre, faute d'une tension suffisante. C'est donc le courant alternatif qui a gagné cette bataille. Il est devenu la norme dans la majorité des réseaux électriques d'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette petite parenthèse historique. Voyons maintenant ce qui se passe aujourd'hui. Chaque pays produit de l'énergie de différentes manières. Centrales charbon, nucléaire, éolien, géothermique. Sur leur territoire, ils utilisent le courant alternatif pour construire un réseau reliant les lieux de production et de consommation d'électricité. Mais le courant alternatif a ses limites. Il provoque des pertes en énergie sur de longues distances, par exemple pour acheminer l'énergie d'éoliennes loin du territoire. Et il y a des soucis de compatibilité entre les courants alternatifs de différents pays, ce qui cause des soucis pour s'acheter et pour se vendre de l'énergie. La solution pour la transmission d'énergie? C'est le courant continu. Depuis quelques années, grâce aux nouvelles avancées technologiques, il est dorénavant possible de faire du courant continu en très haute tension et de le transformer en courant alternatif, et vice-versa. Ainsi, nous pouvons développer le réseau pour inclure des lignes à courant continu sous très haute tension qui permettent de transporter de grandes quantités d'énergie sur de longues distances avec moins de pertes qu'en courant alternatif. Mais cette technologie en est encore à ses débuts et on a besoin de la recherche pour la pousser à son plein potentiel. On doit se poser plein de questions. Comment créer une bonne architecture de réseau? Comment développer de l'équipement de qualité pour le courant continu au sein du réseau? Comment passer efficacement du AC au DC et inversement? Quel câble utiliser? Ou encore, comment stocker l'énergie produite sur le réseau? Mais d'abord, comment bien mettre en place des réseaux? C'est ce qu'on appelle l'architecture de réseau, et ça consiste notamment à développer un réseau fiable pour faire face à d'éventuels défauts sur les lignes électriques. Par exemple, Alberto, qu'est-ce qu'il se passe s'il y a un choc de foudre sur la ligne? Il est important que le réseau puisse s'adapter tout seul. Donc, qu'est-ce qui se passe si un choc de foudre va taper une ligne électrique? On pourrait avoir la perte d'isolation et avoir un court-circuit. Donc, c'est un peu comme si vous êtes chez vous et vous êtes en train de chauffer de l'eau avec un bouilloire. Vous prenez l'eau, vous la versez dans votre tasse de thé et vous faites couler un peu d'eau sur les contacts électriques. Donc, dans ce cas, il peut aussi avoir un court-circuit et les disjoncteurs des secteurs de la cuisine doivent se déclencher. Mais seulement les disjoncteurs de la cuisine, pas celui de la maison, ni celui de tous vos quartiers. C'est pareil, si le choc de foudre va taper la ligne électrique et amène un court-circuit, il faut ouvrir seulement les disjoncteurs de la ligne électrique en défaut. En ce faisant, le reste du réseau peut continuer à travailler et on peut faire circuler la puissance électrique de la partie saine du réseau. Je vois. Il faut donc de l'équipement efficace malgré les très hautes tensions dans les réseaux. Mais comment est-ce qu'on s'assure que l'équipement tienne le coup face à la foudre pour éviter un court-circuit justement? Eh bien, on simule la foudre avec cet appareil. Cela nous permet de nous assurer que le disjoncteur coupe le courant rapidement et qu'il supporte la violente hausse de tension. Pour réaliser un tel test, je dois travailler avec toute une équipe de personnes. Tout d'abord, un ingénieur conçoit l'équipement et il passe son idée à un dessinateur qui définit un plan détaillé. Ensuite, un monteur et un technicien réalisent l'équipement. Et enfin, un ingénieur va réaliser le protocole de test en prenant en compte les contraintes de sécurité. Nous avons vu comment concevoir et protéger notre réseau. Et pour cela, il est essentiel de pouvoir couper le courant. Cependant, il est très difficile de couper le courant continu à haute tension. Concrètement, comment fait-on? On va utiliser l'électronique de puissance. Ce sont les composants qui vont convertir le courant DC en AC et inversement pour lier les anciens réseaux AC au futur réseau DC. Et de l'électronique de puissance, vous en utilisez tous les jours dans votre petit chargeur de téléphone. Ça prend le courant
qui sort de la prise de courant alternatif pour le transformer en courant continu et charger votre batterie. Pour la haute tension, ces équipements sont beaucoup plus grands. Ça ressemble à ça. Concrètement, il faut 6 composants comme celui-ci pour faire un convertisseur DC-AC ou AC-DC. Et pour relier tout ça, on utilise des câbles. Il faut donc qu'ils soient résistants et qu'ils minimisent les pertes électriques. Mais dis-moi Isabelle, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les mêmes câbles que pour les réseaux en courant alternatif? Et non, comme nous l'avons vu, le courant continu est utilisé pour transporter l'énergie sur de longues distances car il est plus efficace que le courant alternatif. Cela impose une conception différente des câbles et de s'assurer que ceux-ci puissent supporter la haute tension et les conditions particulières. Ok, mais quelles sont les conditions particulières auxquelles ils sont confrontés ces câbles? À titre d'exemple, si nous voulons connecter une ferme éolienne en mer située à une certaine distance des côtes, il faut poser un câble tout au fond de l'eau. Nous réalisons donc des tests qui recréent les conditions extrêmes sous-marines. On est donc capable d'appliquer en même temps la tension électrique, d'injecter du courant et de mettre le câble dans un caisson rempli d'eau sous pression pour simuler la profondeur de la mer. Pour pouvoir utiliser nos câbles, il faut que la partie métallique qui conduit l'électricité soit isolée de l'extérieur. Sinon, on imagine bien que pour un câble sous-marin, on électrocute tous les poissons. La deuxième partie la plus importante, c'est cette partie-là. C'est la partie isolante. Sur cet exemple, c'est du polyéthylène, c'est un type d'isolation plastique. Enfin, on va avoir la gaine tout autour, qui nous permet de protéger le câble. Sur un câble sous-marin, par exemple, cette couche-là, qui est en plomb, va nous permettre en fait d'être complètement hermétique et d'empêcher l'eau de passer. Il est donc important pour nous de savoir quelles sont les propriétés des matériaux isolants sous une contrainte électrique continue. On a vu comment transmettre l'énergie sur un réseau. Mais dis-moi Quentin, comment est-ce qu'on la stocke? Les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire sont de plus en plus présentes sur nos réseaux. Malheureusement, elles ne produisent pas forcément lorsque nous en avons le plus besoin. Imaginez que vous produisez votre électricité la journée avec des panneaux solaires. Quand la nuit tombe, on ne peut plus en produire. Mais pourtant, c'est là qu'on en a le plus besoin, pour allumer les lumières, pour allumer le chauffage. C'est pourquoi il est intéressant de stocker l'électricité quand on la produit en excès et de la relâcher lorsqu'on en a le plus besoin. Malheureusement, on ne peut pas stocker de grandes quantités d'énergie pendant longtemps. Une solution à ces problèmes de stockage est l'utilisation des barrages hydroélectriques. Ce moyen constitue actuellement plus de 99% du stockage d'électricité à travers le monde. Pour ce faire, nous utilisons l'excès d'énergie pour pomper de grandes quantités d'eau d'un lac aval vers un lac amont. L'eau reste en haut jusqu'à ce qu'on ait besoin d'électricité supplémentaire dans notre réseau. Et là, on la fait redescendre à travers une turbine pour produire. On stocke ainsi l'énergie électrique sous forme d'énergie potentielle de gravitation. Ici, à Supergrid Institute, nous améliorons les performances des centrales hydroélectriques pour leur permettre de mieux s'adapter aux défis posés par la croissance de l'éolien et du solaire. Mais nous étudions aussi d'autres moyens de rendre la production électrique plus adaptée à nos besoins futurs. Et voilà, c'est un bon aperçu de ce que nous faisons ici au Supergrid Institute. Nous travaillons sur l'architecture, l'équipement, l'électronique de puissance, les câbles et le stockage. En fait, nous développons des nouvelles technologies protégées par des brevets, ce qui nous pousse à la pointe de l'innovation dans notre milieu. Pour que les étudiants d'aujourd'hui soient prêts pour les métiers de demain, nous développons en parallèle un programme formation qui accompagne les futurs ingénieurs de l'électricité vers les technologies des réseaux du futur. C'est un domaine nouveau et passionnant, et la recherche ne fait que commencer. Mais vous l'avez vu, il n'y a pas que des ingénieurs scientifiques qui travaillent chez nous. Nous avons besoin de différents métiers pour développer nos innovations. Des techniciens, des dessinateurs, des ingénieurs, des comptables, des responsables sécurité, des communicants et plein d'autres. Bref, c'est tous ensemble que l'on invente chaque jour les technologies de demain. Bonne fête de la science!